Et sans plus tarder, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, j'appelle Christine Amirati, donc professeure associée à Amiens, dont on connaît l'appétence aussi pour la simulation, mais aussi pour son rôle important au ministère de l'Enseignement supérieur, qui a une mission actuellement sur cette réflexion sur l'universalisation. Et à titre personnel, mais je me fais aussi le relais de ce que pensent tous les doyens sous la présidence de Patrice Dio, et avec Benoît Weber, on voulait remercier de cette collaboration étroite, très efficace dans des périodes compliquées sur le plan sanitaire, et la réflexion aussi globale sur la simulation en second cycle. Merci beaucoup, Christine. Merci, merci Pierre, merci à vous. Et en plus, merci de cette gentille introduction. Donc, mesdames, messieurs, chers amis, chers collègues, je vais pitcher en peu de minutes mon intervention pour essayer de gagner un peu de temps et faire en sorte que nous puissions échanger. Effectivement, j'ai une mission qui est une mission des deux ministères aujourd'hui. J'étais effectivement à l'enseignement supérieur dans un premier temps, mais maintenant il s'agit bien d'une mission qui m'a été confiée par les deux ministères à propos de l'universitarisation des professions de santé, que l'on va appeler des professions paramédicales, et d'emblée la maïeutique est exclue de mon champ d'action puisque c'est une profession médicale. Alors cette mission d'accompagnement a été souhaitée par les deux ministres. Elle a débuté en octobre l'année dernière, et d'emblée, il nous est apparu indispensable de faire en sorte que les pilotes soient des pilotes des deux ministères, et donc les deux directions centrales sont à mes côtés pour mener à bien cette mission d'accompagnement. Le deuxième point, il était aussi fondamental d'avoir à nos côtés les acteurs de cette qui étaient incontournable dans cette mission, et vous avez, je ne vais pas tous les détailler, mais bien évidemment les représentants des universités avec France Universités les doyens, les représentants des conseils régionaux, les représentants des structures de formation, avec, et y compris les directeurs généraux de CHU, la Fédération hospitalière de France, les instituts de formation et leurs associations, l'ANDEP, CEFIEC, etc. Et nous avons souhaité, la FDS, avec les directeurs de soins, et nous avons souhaité y associer Emmanuel Touzé comme président de l'ONDPS, avec bien sûr des représentants des étudiants paramédicaux et 3 personnes qualifiées, parmi lesquelles 2 professeurs de sciences infirmières et une coordinatrice d'institut. Pardon, alors, pour aller à l'envers, je ne vais pas y arriver, peut-être, si. 3 objectifs pour cette universitarisation que je voudrais partager avec vous sur ces filières paramédicales. Le premier objectif, c'est bien d'entrer dans un système LMD. Alors on peut se dire, mais oui, mais depuis 2009, les IFSI sont entrés dans un système, entre autres, sont entrés dans un système LMD, mais la différence majeure, c'est bien la diplomation par l'université. Donc il s'agit bien là d'avoir un diplôme d'État qui est délivré par le président d'université, donnant grade de licence ou de master en fonction du parcours concerné. Deuxième point, développer la formation à la recherche, j'aurai l'occasion d'en reparler. Et puis troisième point, et non des moindres, de conférer aux étudiants paramédicaux des droits identiques à l'ensemble des étudiants. Et l'idée générale, et encore une fois cette trajectoire sur laquelle je vais revenir, qui est souhaitée par tous les acteurs, c'est bien d'agir sur la formation comme levier pour augmenter l'attractivité des filières, permettre la fidélisation et la visibilité des carrières. La trajectoire est donc claire aujourd'hui. Il ne s'agit pas de promouvoir partout une intégration organique, mais bien de promouvoir une intégration pédagogique et fonctionnelle, l'intégration organique pouvant se faire s'il y a un accord entre les 3 acteurs essentiels, en l'occurrence l'université, la structure de formation institut et les régions. Donc il s'agit bien d'une intégration pédagogique et fonctionnelle qui maintient les instituts de formation en convention avec l'université, qui maintient le maillage territorial et qui maintient le périmètre de compétences des régions. C'est la trajectoire, et c'est la trajectoire partagée par tous les acteurs aujourd'hui. La mission a 4 volets. Le premier volet est un volet conventionnel, le deuxième, diplomation et ingénierie de formation, le troisième, recherche et encadrement, et enfin, droit des étudiants, et ça sera le plan de mon intervention. Le volet conventionnel, c'est bien favoriser une harmonisation des pratiques conventionnelles sur l'ensemble du territoire, puisque on pouvait se rendre compte qu'il n'y avait pas forcément cette harmonisation.
Ce cadre conventionnel qui est proposé a été travaillé autour, dès la première année, de la convention IBOD, puisque la formation IBOD avait été précisée par arrêté l'année précédente et qu'il était indispensable d'avoir cette convention. J'ai envie de dire qu'on avait l'obligation de réussite par rapport à ce cadre conventionnel et que IBOD nous a donné, qui était donc une formation ex nihilo avec le grade qui s'y réfère, eh bien, nous a donné l'occasion de pouvoir échanger autour de ce sujet. Vous dire qu'il y a eu un consensus d'emblée serait faux. Par contre, qu'on soit arrivé après de multiples échanges, et je remercie vraiment chacun des acteurs pour l'esprit extrêmement constructif qui était présent dans ces discussions, qui étaient des discussions en confiance, parce que sans phare et en toute sincérité, on est arrivé en juillet de cette année, donc en juillet 2023, à un cadre conventionnel qui convient à l'ensemble des acteurs. Ce cadre conventionnel, c'est entre autres se poser la question de la gouvernance, et je vous ai noté ce que vous savez pour part d'entre vous déjà, c'est-à-dire ce qui est écrit dans le cadre conventionnel, et il s'agit bien d'insister sur le fait que la coordination et la planification des enseignements sont sous la responsabilité d'un représentant du président de l'université et du directeur des instituts. Le fait qu'il y ait cette intégration pédagogique implique la place claire du président de l'université dans les nouvelles formations, tout en respectant un juste équilibre avec les instituts de formation. Mais ceci signifie qu'on a un aspect réglementaire qu'on doit traiter, puisqu'il faut faire évoluer des textes dans les années à venir, voire même dans l'année à venir, et on verra pourquoi, afin que ce que je viens de vous dire là, et ce juste équilibre, et la place de l'université, soit réglementé, et on sait qu'on va devoir toucher au code de santé publique et au code de l'éducation pour y parvenir. Dans l'attente, il est évidemment important que les conventions actuellement, certaines sont encore pas pour IBOD, puisque toutes sont pratiquement, en tout cas les lettres d'intention, ont pratiquement toutes été reçues par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il faut vraiment que les conventions aujourd'hui prennent sens, puisque nous allons vers cette universitarisation. Le volet encadrement et recherche a fait l'objet d'une mission IGAS-IGESR. Je vous ai mis là ici exprès la lettre, enfin une partie de cette lettre de mission qui indiquait le fait d'initier une réflexion et d'émettre des propositions sur de possibles évolutions. Et la guillemets est importante, en maintenant les conditions de vie et de travail des personnels en poste, tout en assurant le passage vers l'universitarisation. Donc il ne s'agissait pas, et tout le monde l'aura compris, de passer d'un point A à un point B immédiatement. Il y a 5000 formateurs en France, et donc il fallait voir comment les choses pouvaient s'opérer. Et ce qui a été pointé par la mission IGAS-IGESR, dont le rapport a été remis début juillet, c'était notamment la place des enseignants-chercheurs et comment faire en sorte qu'on puisse avoir réellement des enseignants-chercheurs dans ces différentes disciplines. Le rapport IGAS-IGESR n'est pas public, donc je ne peux pas vous en parler, mais la ministre a déjà dévoilé ce matin un premier scoop, entre guillemets, par rapport à ce rapport. C'est l'idée de la bi-appartenance claire des enseignants-chercheurs des 3 CNU, dont 2 concernent ma mission, le 3e étant la maïotique, ce qui était demandé vivement par l'ensemble des acteurs, puisqu'il est logique qu'on puisse avoir une part clinique quand on est enseignant-chercheur en santé, et développer en cela d'ailleurs la partie éventuellement ambulatoire de la recherche. Je voudrais insister sur le fait que la ministre a bien dit bi-appartenance, elle n'a pas dit hospitalo-universitaire, mais bien clinique et universitaire, ce qui n'a pas complètement le même sens. Le volet des droits des étudiants, un étudiant qui a une carte d'étudiant à l'université a les mêmes droits que n'importe quel autre étudiant. Alors ça paraît tout à fait évident. Ça veut dire déjà qu'on applique les textes réglementaires, par exemple les textes qui concernent le vote des étudiants pour les élections centrales, mais aussi ça veut dire avoir accès à des ressources qui sont les mêmes que les autres étudiants et avoir des droits de Crous, etc., qui sont identiques. Il y a donc un groupe de travail qui a été mis en place. Pour le volet conventionnel, il y a eu des groupes de travail qui se sont réunis entre chaque réunion de la mission. Nous avons fait la même chose pour les étudiants. Ces groupes de travail continuent à non pas à réfléchir, mais à rédiger 6 annexes qui vont sortir soit avant la fin de l'année 2023, soit au début de l'année 2024.
notamment sur les frais d'inscription, comme vous le voyez, tout ce qui est accès à la pratique sportive, la vie culturelle, le logement et l'accès aux services de santé étudiants pour lequel il y a eu un séminaire extrêmement important la semaine dernière. Vous avez noté que le SSU, service de santé universitaire, est devenu service de santé étudiant. En ce qui concerne la diplomation et l'ingénierie, eh bien, faire évoluer la diplomation, on en a parlé. Transformer les parcours de formation, c'est bien avoir une approche par compétences. Il ne sera pas question d'écrire bloc de compétences, parce que si on écrivait bloc de compétences, ça voudrait dire qu'on reconnaît des sous-métiers, entre guillemets, selon le ministère du Travail, par rapport aux métiers concernés. Or, ce sont des professions réglementées, en conséquence, on parlera bien d'approche par compétences, de domaine de compétences, mais pas de bloc de connaissances et de compétences. Ces diplômes donneront grade licence, donc il n'est pas question, sauf accord local, j'en avais déjà parlé, d'aller au niveau national sur un diplôme national de licence, qui signifierait dans ces cas-là une intégration organique, qui peut être voulue et souhaitée dans un certain nombre de territoires, et pour lesquels il n'y aura évidemment aucun obstacle à cette pratique. Néanmoins, on va bien vers une grade licence ou un grade master, qui doit donner lieu à une poursuite d'études qui est identique et qui doit être identique à un étudiant qui sortirait d'une licence, d'un diplôme national de licence. Il s'agit donc de trouver l'équilibre entre la professionnalisation, la pratique clinique et le savoir académique, et c'est ce qui est en train d'être mis en place actuellement pour la première filière en cours de réingénierie, qui est la filière des instituts de formation en soins infirmiers, sachant que depuis mi-novembre, les groupes de travail ont été mis en place pour cette réingénierie. En ce qui concerne donc notre mission, les objectifs 2023-2024, cette mission est bien une mission transversale, c'est-à-dire que nous n'allons pas nous intéresser uniquement au parcours infirmier, mais bien à l'ensemble des filières qui petit à petit seront toutes universitarisées et donc avec une diplomation par le président. Des axes transversaux, le premier c'est la qualité de vie étudiante, je sais à quel point vous y êtes tous très attachés, vous y consacrez d'ailleurs du temps et des séminaires spécifiques depuis quelques années, donc hormis le droit des étudiants, cette notion de qualité de vie étudiante, et vous savez que depuis quelques semaines, et je crois que ça a été public il y a quelques jours, il y a un numéro vert qui existe dorénavant, et je le dis devant Jean-Luc Dubois-Randé, qui a été l'un des premiers à vouloir et à pouvoir héberger à un moment, lorsqu'on en avait besoin pendant la Covid, et encore merci, la coordination nationale d'accompagnement des étudiants en santé, avec un numéro vert que les étudiants peuvent appeler directement ou que les structures mises en place peuvent appeler pour avoir des conseils sur tel sujet, tel étudiant. Le cadre conventionnel, nous allons travailler sur le cadre conventionnel et nous allons retravailler sur ce cadre conventionnel, puisqu'il faut qu'on arrive, là encore, à ce qu'il y ait un cadre conventionnel qui soit un squelette finalement, qui puisse être décliné territorialement et qui corresponde cette fois-ci par exemple aux filières infirmières ou par rapport à la filière IBOD, il y a là une formation initiale qui est beaucoup plus forte que le nombre d'étudiants IBOD qui est plutôt issu de la filière de la formation continue. En ce qui concerne le curriculum des recommandations générales, alors je dirais que la première recommandation, c'est que les deux ministères sont vigilants sur le fait que les référentiels soient moins prescriptif, tout en restant quand même prescrit, puisqu'il s'agit d'une profession réglementée, mais avec une souplesse académique et une souplesse de maquette, puisque jusqu'à présent, c'était quand même parfois très compliqué et très contraignant, et la question du temps de présence des étudiants est posée. Le fait qu'on puisse travailler en transversalité fait que nous poussons au niveau de cette mission à ce qu'il puisse y avoir un regard vers les autres filières, et donc il va y avoir des travaux sur ces sujets. Et en particulier, j'ai mis là en place un groupe de travail sur l'unité d'enseignement-recherche, puisque cette unité d'enseignement-recherche qui existe dès la licence était très inhomogène au niveau national, et on va dire que parfois on avait l'impression que l'étudiant infirmier en licence apprenait la recherche type master, alors que d'autres n'apprenaient pas beaucoup de choses en ce qui concerne la recherche. Et donc là, il va y avoir une unité d'enseignement-recherche dont les compétences visées et une fourchette horaire sera proposée par 5 enseignants-chercheurs des disciplines de sciences infirmières, de rééducation, réadaptation et manipulateurs électroradiologie, et sous le pilotage d'Emmanuel Touzé et de Catherine Navio-Bellec.
Enfin, numérique et simulation, je laisse Dan parler de la simulation. L'idée, enfin je vais vous la donner quand même, c'est qu'on puisse mutualiser les aspects numériques et de simulation en interprofessionnalité, et que dès l'instant où les deux ministres l'ont dit ce matin, et à l'initiative de certains d'entre vous, on universitarise les territoires, et je pense à Reims, je pense à Caen, et à tous ceux d'entre vous à Rouen, tous ceux qui l'avaient fait, Angers, que dès l'instant où on universitarise les territoires, eh bien on puisse avoir à des moments des étudiants en médecine, en pharmacie, en odonto qui puissent bénéficier pas forcément au niveau du CHU et pas forcément au niveau de l'université, mais en tout cas de matériel mutualisé, de proximité, et qui permettent en cela de faire de l'interprofessionnalité. Les passerelles, évidemment. Et puis les modalités d'évaluation de la formation, c'est actuellement en cours de travail. On imagine bien que la place de l'HCERS peut être discutée, mais que la place de l'ARS l'est aussi. Donc les discussions vont être en cours et n'ont pas encore abouti. Un petit focus sur la profession infirmière, simplement pour vous dire que le comité de suivi se réunit tous les 2 mois avec des groupes de travail, les 2 ministères, et c'est piloté par les 2 ministères, et on tient à le souligner parce que cette notion des 2 ministères travaillant ensemble sur ces professions montre l'implication du gouvernement sur ce sujet. Le comité de suivi donc se réunit tous les 2 mois, et au niveau de notre mission, eh bien, on se réunit mensuellement, et on regarde si tout ceci correspond bien aux objectifs que nous nous sommes fixés, en particulier sur la transversalité des professions. Au total, et en conclusion, les étudiants des professions de santé et à terme de toutes les professions de santé à Bac+3 seront diplômés par le président de l'université, donnant donc un grade avec une trajectoire LMD, curriculum avec nécessité de transversalité, je l'ai dit, et possibilité de réorientation. Importance du maintien de la professionnalisation, je ne l'ai pas dit, mais il y a un focus très particulier sur les terrains de stage, un focus sur le tutorat professionnel, le tutorat étudiant, et équilibre avec les savoirs académiques. L'universitarisation, ça ne veut pas dire faire plus de théorie, ça n'a rien à voir. Et puis enfin, le développement de la recherche. Dans le rapport IGAS-IGESR, qui est un rapport très ambitieux, il y a une réelle volonté d'affirmer la trajectoire de recherche de ces disciplines avec le pied à l'étrier. Et quand j'entends effectivement qu'il est parfois difficile d'être mono-appartenant et de conserver une activité clinique, on ne peut qu'être heureux des propos de la ministre et des 2 ministres ce matin. Et puis enfin, donc cette mission continue, l'universitarisation est en marche. J'ai le plaisir de dire que cette co-construction, elle se fait en confiance, elle se fait en sincérité, les acteurs se disent les choses et on comprend les positions des uns et des autres, mais ensemble on est en train d'y parvenir, et merci à vous. Voilà. Merci Christine. Peut-être pour une question, parce que le temps nous est compté, s'il y a une question dans la salle. Tu as parlé donc des IBOD, des IFSI, mais c'est le début d'un long processus. Très court, 2 petites questions, donc les prochains. Et puis, quel est le positionnement sur l'évolution progressive vers l'universitarisation de la région? Parce que ça change de portefeuille, c'est pas toujours très très clair d'une région à l'autre, où il y a complètement identité, comme l'est une réflexion CHU université. Alors déjà, sur le dernier point, c'était la 2e ou 3e diapositive, les régions ont un maintien de leurs compétences. C'est-à-dire que la compétence de la région n'est pas remise en cause. Je rappelle juste que sur le plan des textes, lorsqu'il y a une intégration organique d'une filière, à ce moment-là, la région n'a pas la même compétence. Mais dès l'instant où il s'agit d'une intégration pédagogique, la région a un maintien de compétences. Par contre, par exemple, les comités sont présidés par le président d'université avec le président de région. Donc l'université entre logiquement dans les instances de gouvernance. Concernant IFSI, IBOD, donc IFSI en cours, pour les prochains, pour l'instant les cabinets ne se sont pas prononcés. Bon, on sait que les puéricultrices, les infirmières puéricultrices nécessitent une réingénierie de formation. On sait que c'est vraisemblablement dans les prochains à venir. C'était positionné aussi sur tout ce qui était psychomotricité. Donc voilà, on en est là. On attend les positions des cabinets sur les prochains. Ce qui est sûr, c'est que ça se fera
IFSI, c'est extrêmement important parce que ce qui va se passer pour IFSI permettra de faire tout le reste. C'est un nombre d'étudiants qui est important et il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre auquel on attache. Et je vois que Yvon Berland est dans la salle et je voudrais lui dire à quel point sa présence est importante dans nos travaux. Voilà.